C'était le 25 février 2016 au chapitre 817 qu'était annoncé pour la première fois dans le manga le personnage d'Oden Kuzuki. Et c'est 3 ans et demi plus tard que nous le découvrons enfin au chapitre 960, présenté pour la première fois en train de manger un Oden, pot-au-feu japonais cuisinant même sur la dépouille d'un de ses amis. Le mangaka, conscient de l'ironie qui frappera plus tard son personnage, qui sera ébouillant et vif dans un Oden géant préparé par Kaido et ses hommes. Ça y est, il est là, Oden fucking Kuzuki. Je n'étais pas prêt et je ne suis pas du tout déçu. Le mec, il ta femme, il mange tes morts et il est magnifique. C'est incroyable. Nous avons le personnage le plus violent de tout le manga et il est magnifique. Salut Kitaro. Oden Kuzuki, il se pique mais des hormones, mais genre toute la journée. À 8 ans alcoolo, à 9 ans harem. Il a tout fait à 18 ans. Les amis, si Oden Kuzuki veut partir en mer, c'est parce qu'il a fait 3 vies d'adulte à 15 ans. Mais vraiment, il s'emmerde. Le mec est absolument incrédible. Il y a énormément de choses à dire sur ce personnage, ses origines et notamment ses inspirations. C'est quelqu'un d'assez surprenant, une figure dans le monde de One Piece qui n'existe pas jusqu'alors. Et ça, on le verra en deuxième partie. Mais en première partie, nous allons déjà commencer cette review en parlant un peu de la nostalgie poétique du Japon, d'un pays ancien où la nature était totalement maîtresse. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire en relation aussi d'ailleurs avec Miyazaki. Vous l'avez compris, en deuxième partie nous allons parler de la honte de Wano Kuni mais de la fierté des lecteurs. Et en troisième partie nous allons aborder le cas du mystérieux personnage de Denjiro. Le Japon, de par son histoire, est vraiment une nation qui a créé une rupture vis-à-vis de sa tradition et de sa modernité. C'est quelque chose qui ne se retrouve nulle part ailleurs, tant il y a une dualité constante chez le japonais qui est « mon kokoro appartient au ruisseau et mon âme appartient au robot ». Je sais pas du tout ce que je dis, mais c'est vraiment l'idée. Une rupture en tout cas qui est énormément dénoncée par les artistes. Une rupture voilà, qui se retrouve du coup énormément dans l'art japonais et forcément dans l'art le plus populaire qu'on puisse connaître, en tout cas qui est venu en Occident chez nous assez tôt, c'est celui de Miyazaki, vous connaissez sans doute. Et du coup le film qui traite le plus cette rupture entre Japon féodal et Japon moderne, quelque chose où vraiment l'homme a cessé de croire en les dieux, cessé de croire en la nature, et bien c'est Princesse Mononoke Hime, et du coup dedans on a énormément de références en tout cas qui ne sont peut-être pas à accorder forcément à Miyazaki, mais à tout un folklore que Miyazaki traite également comme Eiichiro Oda. Nous avons donc un chapitre 960 qui s'ouvre exactement de la même manière que Princesse Mononoke, le même prologue, même affiche, même parole, même délire. On est vraiment sur le japonais qui regrette, qui est nostalgique de sa nature, de son pays d'avant, de quelque chose qu'il n'a pas connu. C'est ça qui est hyper intéressant en fait, vraiment, c'était quand même mieux avant quand il y avait encore des dieux dans la forêt. Un prologue qui, grâce à un carton titre chez Miyazaki ou grâce à un narrateur chez Eiichiro Oda, eh bien fait office de post-mémoire, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, une mémoire qui nous est transmise, quelque chose d'un temps qu'on ne connaît pas, mais qui du coup a créé une véritable rupture où il existait dans notre monde vis-à-vis de Miyazaki par exemple, vraiment, eh bien un monde où on croyait en Dieu, des divinités dans les forêts, qu'il fallait les aider, mais on a appris peut-être à se dire que l'homme, et grâce à ses pouvoirs, pouvait compter davantage sur la culture plutôt que sur la nature, et tant qu'on a un réceptacle culturel, eh bien on va pouvoir se détacher totalement de la nature, et c'est la voie qu'on a choisie. Mais ben là on est du coup dans un temps chez Eiichiro Oda, en plein moment de cette rupture, un moment où l'homme se dit qu'il va pouvoir vendre la divinité, vendre les enfants de la divinité, parce qu'au final ce qui importe c'est le blé qu'on peut se rapporter et pas le respect qu'on peut accorder à cette créature, et on est pile à cette rupture, et je pense que le personnage d'Oden lui va un petit peu faire le pont entre passé, présent au final,
qu'est-ce que c'est si ce n'est pas ça déjà le personnage d'Oden, hein. Parce que c'est sûr et certain que le personnage d'Oden, on va en parler dans la deuxième partie, va disparaître en fait face à l'industrie qui arrive, face aux usines de Kaido qui vont être tout de suite dessus les petits ruisseaux, devant les petites prairies, les arbres, les poissons, les abeilles, tout va bien. Voilà, là-dessus on voit bien que le futur est sombre, le futur c'est la pollution, c'est les usines, c'est Dameboshi, c'est les usines de Kaido, c'est voilà, il y a toujours la même histoire en fait, et ça qui est assez beau c'est que de se dire putain Wano Kuni ça merde, déjà que c'était beau là la capitale des fleurs, avant mais montrer que il nous fait le même plan, hein. Vous savez ça commence exactement de la même façon, le même plan de la capitale des fleurs, mais cette fois avec des collines avec vraiment des cerisiers en fleurs, c'est mais plus que caricatural on va dire, on est vraiment sur Echiroda qui se dit allez je vais jusqu'au bout de mon délire. Et il a raison. On a un Japon magnifique. Mais alors il reste des acteurs quand même à connaître comme, franchement celui que j'attends le plus au final, ça reste Orochi. Quand même Orochi, le meilleur personnage de Wano Kuni, que fais-tu, où est-ce qu'il est? Et que franchement, 41 ans avant, quel était son rôle? Vraiment, on a hâte de voir, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on ancre du coup un chapitre dans un contexte beaucoup plus géographique plutôt qu'historique, parce que là vraiment, qu'est-ce qu'on sait si ce n'est que on a vu Sukiyaki Kuzuki, on est davantage sur un contexte plastique, un dessin qu'on va nous présenter, et on a vraiment hâte de voir un petit peu tout ce qui va pouvoir se passer vis-à-vis un petit peu des personnages. Dans tous les cas, ce qui est trop cool, c'est que comme on vient de dire, on a déjà un lore hyper important et hyper dense dans Wano Kuni. Il n'y a jamais eu autant de personnages, jamais eu autant de fils rouges, jamais eu autant d'histoires. Et en plus, cette fois, on a le plastique, on a l'arc le plus beau, c'est magnifique. Wano Kuni est tout simplement l'arc le mieux construit, dans tous les sens, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Wano Kuni est le plus bel arc de One Piece. Voici venir la Kaira la plus monumentale de One Piece. L'homme qui buvait tes hormones, voici Oden Kozuki les amis, ça y est, nous ne sommes plus dans l'ignorance, nous voyons très bien qui est Oden Kozuki, et alors quand même on est très loin du sage qui va boire son saké avec Roger et qui dit « Je dois ouvrir les frontières de mon pays ». Là on est vraiment quand même sur des bails extrêmement sombres, il a changé le personnage d'Oden Kozuki, mais à 18 ans, c'était le pire FDP de l'univers. Vraiment, on va venir beaucoup sur son sujet, mais il est important de noter qu'il est présenté dans un contexte très précis qui est celui du coup familial. Enfin, on a le grand papy Kuzuki, on a Sukiyaki Kuzuki. On n'attendait pas grand chose de lui, si ce n'est que forcément on avait besoin de mettre un visage sur celui qui hérite des Kuzuki et de la volonté de fermer le pays depuis tant d'années. Il a l'air d'être assez lucide cet homme quand même. Pourquoi est-ce qu'il tient vraiment bon? À mon avis, ça va être juste vous savez, c'est les traditions on les respecte quand on est un petit peu con comme ça et qu'on n'est pas comme son fils et qu'on veut changer les choses. Cela dit, du coup, ce qui est intéressant à noter, c'est que Shiroda, il va réitérer quelque chose qu'il a déjà fait dans le chapitre 957, c'est-à-dire, on dirait une petite flemme de cohérence diégétique, c'est-à-dire que il va présenter de manière ultra shonen un personnage qui fait que dans la diégèse, lors de la présentation, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand on présentait les primes de Barbe Blanche et Roger, ça n'avait vraiment aucun sens, par exemple, parce que déjà, eh bien, si les empereurs, on connaît tous leurs primes quand on est un soldat de la marine, présenter des primes de mecs qui sont morts, c'est inutile, genre vraiment ça sert à rien. Et surtout en plus tu les connais. Et du coup on arrive maintenant à un type qui va dire au père de cet enfant tout ce qu'a fait cet enfant, mais genre je suis son père en fait, pourquoi vous m'expliquez ça? Et le mec on dirait vraiment qu'il est là en mode bon écoutez, je veux quand même vous raconter ce que votre fils a fait parce que on est qu'entre nous, vous connaissez pas bien votre fils et il y a surtout pas des millions de lecteurs qui sont en train de nous lire, hein. En fait voilà, c'est super bizarre, c'est une présentation très barbare en fait, c'est hyper gros, c'est pas du tout fin, ouais. C'est vraiment un mec qui dit ok, je sais très bien qu'en fait tu le sais ça, mais je parle au lecteur, lol. Ça c'est les codes du shonen. Ils sont toujours très acceptables quand un personnage dit oh mais c'est Don Krieg et son armure super puissante, la dernière fois il a tué 20 000 hommes et tout. Bon ça c'est normal, on s'en fout parce que c'est cohérent génétiquement que la personne puisse s'exclamer comme ça. Cependant là, lui dire bah écoutez vous savez que votre fils à 6 ans il a fait ça et tout. Mais oui je suis son père. Bon je vais vous dire qu'à 8 ans il a fait ça et tout. Mais vous êtes con ou quoi? Genre vraiment c'est pas du tout normal. Et du coup on en arrive à un point où Oda n'en a strictement rien à foutre et qu'au contraire il appuie là où vraiment où ça fait mal. Parce que ce personnage là au final qui annonce les choses, est-ce qu'il ressemble pas s'il vous plaît à Boen New? C'est-à-dire le mec de la marine qui justement est connu pour avoir ce rôle totalement incrédiblé qui est de présenter au lecteur. C'est lui qui a présenté le cas de Luffy, les Shichibukai, les primes. C'est le même mais façon Wano. Mais genre donc voilà, on va dire que c'est un peu l'absurde des Chiroda. Il sait que c'est hyper gros, il sait que c'est plastiquement grotesque, mais voilà, c'est comme ça, c'est une forme, c'est barbare, mais il le fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, en présentant Oden Kozuki, est-ce que quelque chose ne nous a pas sauté aux yeux? C'est hyper intéressant. Il présente quelqu'un d'autre. Il présente un personnage qui est connu dans le monde entier. Nous avons ici la description de Hercule. En fait, nous avons un Hercule dans Wano Kuni, Oden Kozuki qui a 0 ans, tout bébé dans son berceau,
fouille carrément une grosse mandale à sa nounou, qui en plus chope bébé de lièvre, qui rappelle tout de suite les deux serpents dans son berceau que Hercule étrangle. On a quoi plus loin? On sait qu'il s'est fait un ours, Hercule lui se fait le lion de Némée. Plus tard on sait qu'il a détourné carrément tout le lit d'une rivière pour aider les gens assoiffés à la capitale, et c'est exactement ce qui se passe quand Hercule pendant ses 12 travaux doit nettoyer l'écurie du roi Augias. En quoi et comment il fait? Bah il détourne carrément tout un fleuve en fait pour la nettoyer. Le parallèle entre les deux figures mythologiques, j'ai envie de dire, continue avec quoi? Le harem d'Oden Kuzuki, qui fait tout de suite référence aux 50 femmes du roi Tepius que Hercule se fait. Harem qui va d'ailleurs révolter les gens que la mafia va arrêter grâce à l'action de Yogoro, qui possède d'ailleurs, comme nous disions dans des revues précédentes, les mêmes tatouages qu'Akainu, soutenant petit à petit notre théorie qui veut que l'amiral en chef faisait aussi partie des Yakuza et donc originaire de Wano Kuni, peut-être même un lien de parenté avec Yogoro. En plus on continue très bien, c'est que qu'est-ce que fait Hercule? Il se fait une hydre à 9 têtes, Orochi, le dragon à 8 têtes, et truc incroyable c'est que le chapitre ici se termine sur quoi? Sur un énorme sanglier qui arrive. Et ben c'est quoi encore une fois? C'est un des 12 travaux d'Hercule qui doit aller choper le sanglier d'Érimante. C'est incroyable en fait comme Oda s'est inspiré tout simplement de la légende d'Hercule pour créer son personnage, et donc ça me fait penser qu'on peut peut-être théoriser là-dessus sur les prochaines actions d'Oden Kuzuki en partant du postulat des 12 travaux d'Hercule, comme par exemple les pommes et tout, et surtout choper la biche. Et moi je me demande si la biche ce serait pas la personne qui va arrêter de le faire devenir punk, ce petit con là. Je te vois Oden, la biche ça pourrait être juste tout simplement sa femme. Très important aussi, il est mentionné que puni, Oden était obligé de tailler des pierres, référence directe au poneglyphe, et bingo, Oden s'avérait être très doué à cela, expliquant pourquoi Roger a eu besoin de lui, étant le Nico Robin du Seigneur des Pirates, rappelant tout de suite les inscriptions laissées sur Skypiea. Roger avait pu écrire sur le poneglyphe grâce au talent d'Oden. Ce mec, c'est vraiment Hercule, regardez-le, il est sans gêne, il a fait cuire son pote au feu. Il a fait littéralement cuire son pote au feu. Alors là où c'est très beau, déjà il faut quand même en parler, c'est-à-dire la beauté épanadiplose absolue d'Oden, c'est-à-dire que qui mange le Oden finira mangé par le Oden, parce que quand même il est présenté vraiment en train de bouffer un udon sur un mort. Et il va finir comme ça. C'est d'ailleurs même ironique qui se retrouve un peu chez Kinemon, qui se retrouve tout le temps à poil et qui plus tard, grâce aux fruits du démon de la galerie Lafayette, va pouvoir quand même avoir le pouvoir de toujours créer des vêtements. Mais le plus intéressant est de savoir comment cet animal, ce fou furieux, va être dompté, va être capturé par Toki. Comment une femme va réussir à dresser ce mec? Comment cette femme-là va changer totalement en fait Oden Kuzuki? Comment elle va le faire grandir? Comment... C'est sûr, en plus que savoir que c'est une femme qui vient du passé, qui a sûrement plein de trucs, enfin, c'est encore toute une part d'ombre, et ça j'ai tellement hâte, parce que pour le moment, on est vraiment sur quelque chose de très terre à terre, on est vraiment sur, la rencontre de Oden Kuzuki avec apparemment les deux premiers fourreaux rouges, qui sont Kinemon et Denjiro, et si ces deux personnages-là sont les deux premiers à le rencontrer, c'est pas pour rien. On connaît l'importance que Kinemon a, qui est sûrement le fourreau rouge le plus important de tous, qui doit vraiment être celui qui est le plus proche un peu d'Oden Kuzuki, c'est un peu le Zoro d'Oden. On voit vraiment que les gars ils se connaissaient vraiment très bien. Peut-être qu'ils étaient deux. Voilà, et apparemment, il y a Denjiro. Denjiro qui nous est présenté pour la première fois dans l'arc, et quand même ça c'était hyper étonnant, de cette façon, jeune en fait, dans le passé. Quelle escroquerie. On ne sait pas à quoi il ressemble, et donc ça me fait penser que peut-être si à ce moment-là Eiichiro Oda nous le fait découvrir jeune, ça veut dire qu'on sait déjà à quoi il ressemble vieux. Deux hypothèses pour le grand Denjiro, même s'il était assez petit à l'époque, deux hypothèses qui sont presque pareilles, c'est-à-dire qu'à une lettre près, nous sommes sur les mêmes personnages. La première, ce serait que Denjiro est, attention c'est vraiment choquant, Kyoshiro. Ah, fait chier. Ce qu'apporterait de nouveau le chapitre 960 de One Piece pour confirmer le fait que Kyoshiro serait Denjiro, c'est l'idée toute bête qu'il y a également Otsuru qui est présenté dans ce chapitre, Otsuru qui on dirait a l'air d'avoir environ la petite vingtaine adolescente chelou dans ce chapitre, et qui, bizarrement, vous savez, elle et Kyoshiro, c'est les deux seuls personnages de Wano qui ont un lien très commun entre eux, c'est l'idée qu'ils sont présentés comme des personnages d'art traditionnel japonais. Sincèrement, c'est les deux seuls personnages qui ont ça, cependant... C'est des tableaux, vous savez. Voilà, écoutez-moi bien, peut-être qu'on nous avons, si on part du postulat que c'est Kyoshiro, Denjiro, on aurait les deux personnages présentés donc comme ça dans One Piece, qui seraient présentés dans leur passé, dans le même chapitre, le 960, et cette fois sans cette, on va appeler ça, cette abstraction artistique qu'ils vont subir plus tard. Là où ça aide beaucoup dans la théorie, c'est que Otsuru, finalement,
elle est plus vieille que Denjiro dans le passé, sous-entendant que du coup, Kyoshiro serait alors plus jeune que Otsuru dans le présent. Et c'est un petit peu ce que nous avons aujourd'hui finalement, les âges se tiendraient totalement. En tout cas, quelque chose qui m'a énormément séduit, moi, c'est la découverte de la ressemblance quand même entre Denjiro et pas Kyoshiro, mais Koshiro. Wow. Maître de Zoro à Shimotsuki sur East Blue, deux personnages qui se ressemblent énormément, dont les âges correspondent parfaitement. 51 ans, et là on voit qu'il a environ la dizaine d'années, c'est un petit garçon. De voir aussi un petit Denjiro qui possède exactement le même katana que Wado et Shimonji, le même. Je me demande alors si c'est pas tout simplement son katana. Est-ce que donc la théorie voudrait que Denjiro soit parti de Wano Kuni quand il en avait le temps, après s'être fait pouillave par Kaido, et donc est allé au village de Shimotsuki sur East Blue et donner naissance à Kuina, tout le tralala et tout. Ce serait hyper beau en fait, ce serait vraiment magnifique de savoir que peut-être que la volonté de Zoro, qui est celle de Kuina, parce que c'est lui qui a hérité du Wado et Shimonji, ce serait hyper beau de savoir que cette lame serait peut-être destinée à celui qui a tué en fait peut-être Kuina, Orochi. Parce que si Orochi, depuis le début, au courant en fait dans la prophétie des 9 fous rouges qui reviendraient à la vie, au courant que Denjiro a quitté le pays pour aller sur East Blue, aurait envoyé des tueurs, des assassins pour tuer Kuina. C'est pour ça en fait qu'elle n'est peut-être pas morte dans l'escalier, c'est peut-être pour ça. En fait, ça serait hyper beau. C'est ça que je trouve ça hyper sexy comme idée, en fait, de savoir que tout aurait pu être prévu depuis le début. Ça permettrait de faire vraiment, de boucler une boucle vieille de plus de 20 ans quand on y pense. De 20 ans, de se dire putain, en fait, Koshiro, ce mec là, inoffensif, tout bizarre, en fait autant il a un passé super lourd, son passé est revenu se payer dans le présent, a perdu sa fille, a donné son katana à Zoro et s'est dit putain, peut-être que c'est lui en fait, peut-être que c'est lui qui va peut-être pouvoir venger en même temps mon maître, en même temps ma fille, toute ma famille, toute mon histoire, et donc peut-être qu'il va pouvoir trancher Orochi. Zoro l'a dit après Zo, l'a dit, c'est que c'est lui qui rallierait tous les samouraïs de Wano Kuni, c'est lui qui serait à la tête de tout ça. Est-ce que Zoro ne pourrait pas être à la tête des fourreaux rouges pour aller défoncer Orochi et garderait la lame d'Enma destinée à Kaido? On n'est pas sans vous rappeler quand même que Denjiro et Oden ont fait face à Kaido et face à tout ce qui s'est arrivé ensemble, main dans la main, dans des cas superbes où Enma d'un côté et du coup, suivant la théorie, Wado et Shimonji de l'autre, affronter ensemble la terreur que venait subir Wano, et bien du coup on aurait Zoro qui serait la combinaison en finale des deux. On n'est pas sans vous rappeler que Koshiro c'est quand même également un type qui est un orphelin de la capitale et qui prend uniquement des orphelins dans son dojo, les amis. C'est ça qui est ouf, fait tout côté parfaitement corrélé. Denjiro, c'est Zoro et Denjiro. Que ce soit physiquement ou tout simplement dans son comportement, le personnage lui ressemble parfaitement. Cependant, je trouve ça trop bien. Cependant, voilà, ça a été indiqué par Eiichiro Oda que apparemment, Koshiro vient bien de East Blue. Surtout que Kuina, elle, est née il y a 22 ans et que donc, ça veut dire qu'elle aurait déjà eu 2 ans avant l'arrivée de Kaido, et que donc elle serait née sur Wano Kuni. Sauf que, ça a bien été précisé que Kuina est née sur Shimotsuki, donc sur East Blue. Donc en fait, malheureusement, toutes les petites paroles d'Eiichiro Oda là-dessus cassent absolument tout ce délire. Après, et je suis vraiment déçu parce que sa femme elle a pu être enceinte sur Wano et arriver sur Oui, voilà, en tout cas je trouve que vraiment ce serait hyper beau. Et franchement, j'espère que peut-être que, voilà, comme dit, peut-être qu'il y a peut-être une histoire d'une femme qui serait elle restée au pays, tout, voilà, c'est largement possible. Et ce serait hyper cool parce que je trouve que ce serait vraiment une magnifique chose de savoir que cette histoire-là serait bouclée 20 ans après. Et ce serait subversif au possible de savoir qu'au final Denjiro n'est pas Kyoshiro ni Koshiro mais est Zoro. Voici les amis pour l'analyse du chapitre 960, on espère que ça vous aura plu, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Kitaro. Et n'oubliez pas de manger vos morts, c'était Kamakero. Ciao ciao.